Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, les ex-rebelles réfugiés dans les différents camps de démobilisation ne seront plus approvisionnés par la MONUSCO. Les détails dans cette édition. Les partisans de l'ancien président Blaise Compaoré ont annoncé ce mercredi 26 août à Ouagadougou leur retrait des élections présidentielles et législatives. Une annonce qui intervient au lendemain de l'invalidation de 44 de leurs candidatures aux législatives et à la présidentielle par le Conseil constitutionnel. La crise du logement nigérien n'en finit plus et surtout à Lagos, la plus grande ville du pays. Si des habitations sont construites, elles ne sont pas accessibles au portefeuille des foyers les moins aisés qui peinent donc à trouver des logements décents. Comme annoncé en titre, la MONUSCO va donc cesser d'approvisionner en nourriture près de 7000 ex-rebelles à partir du mois de septembre. C'est ce qu'a annoncé le chef de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, Martin Kobler. Pour la mission onusienne qui déclare manquer de fonds pour poursuivre ses activités, le gouvernement congolais doit prendre le relais dans la gestion des camps d'ex-rebelles. Alioune Guindo, commentaire Bertrand Dignard. À partir du 15 septembre 2015, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo va cesser d'approvisionner en nourriture les ex-rebelles réfugiés dans les différents camps de démobilisation que compte la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi 26 août le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, expliquant que la mission onusienne manque de moyens financiers. Il y a 6800 ex-combattants que la MONUSCO nourrit et le coût de cette aide s'élève à 2 millions de dollars chaque mois. On est en train de parler avec le gouvernement pour arrêter la nourriture le 15 septembre pour les autres camps et le 30 septembre pour celui de Kisangani. Il est temps de transférer cette responsabilité au gouvernement congolais. La gestion de ces camps d'ex-combattants revient à la République démocratique du Congo et la MONUSCO apporte une aide alimentaire et logistique. Avec un budget de 1,4 milliard de dollars et plus de 20 000 hommes, la MONUSCO est l'une des missions des Nations Unies les plus coûteuses. Mais le nombre de conflits autour du monde y faisant, la crise que subit la République démocratique du Congo n'est plus une priorité pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est possible que les moyens manquent parce que le Congo n'est plus le centre d'intérêt comme il en fut question il y a quelques années. Aujourd'hui, avec la multiplication des guerres par-ci par-là, le problème des réfugiés qui battent les records, il est possible que cet argument soit valable. La République démocratique du Congo se doit à présent de prendre le relais et aurait déjà débloqué 1,5 million de dollars afin d'assurer le bon fonctionnement du programme de démobilisation, un programme estimé à 85 millions de dollars. L'ex-chef de la junte militaire guinéenne Moussa Dadis Camara est rentré en Guinée et entend porter plainte contre son pays, mais aussi la Côte d'Ivoire auprès de la CEDEAO pour se disculper et déposer son dossier de candidature pour la présidentielle. En exil au Burkina Faso, il a été inculpé, nous vous rappelons, le 8 juillet pour sa responsabilité dans le massacre d'au moins 157 opposants au stade de Conakry. C'était le 28 septembre 2009. Et l'opposition burundaise ne reconnaît pas Pierre Nkurunziza comme président, et ce depuis ce mercredi 26 août, et dénonce ce qu'elle qualifie de coup d'État constitutionnel réuni au sein du Sénarèd. L'opposition et la société civile réclament aujourd'hui la reprise du dialogue pour négocier le départ du président, ce que le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a bien évidemment immédiatement refusé. Le point avec ce sujet de Lise Elsi à Kizimana. L'opposition ne reconnaît pas le président Pierre Nkurunziza en tant que chef de l'État du Burundi depuis mercredi 26 août 2015, date officielle de la fin de son deuxième mandat. Rassemblé au sein du Sénarèd, le Conseil national pour le respect des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et la restauration de l'état de droit, les partis politiques de l'opposition, d'anciens membres du CNDD-FDD parti au pouvoir, ainsi que des membres de la société civile réclament le départ immédiat du président Nkurunziza. Nous, en tant que Sénarèd, nous considérons que le pays connaît aujourd'hui un vide institutionnel. Pierre Nkurunziza n'existe pas en tant que président, mais il existe en tant que citoyen burundais. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire en sorte qu'il puisse être privilégié, n'est-ce pas, un dialogue, une négociation, des négociations, pas entre le Sénarèd et le président de la République, Pierre Nkurunziza, mais en tant que Pierre Nkurunziza, justement pour lui demander de partir sans heure, justement pour lui demander de quitter pour laisser la place à un gouvernement de transition qui pourrait, à son tour,
organiser des élections libres, démocratiques, etc. Le Sénarède, qui s'oppose à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, a été créé à l'issue d'une rencontre entre les différents membres de l'opposition et de la société civile à Addis Abeba en Éthiopie. De son côté, le CNDD-FDD refuse de reconnaître la légitimité du Sénarède. Comment reconnaître des gens qui veulent renverser le pouvoir? Comment voulez-vous qu'on reconnaisse des gens qui ne reconnaissent même pas le pouvoir qui est en place? Un pouvoir démocratiquement élu. Il faut qu'ils sachent, et même les termes qu'il faut utiliser en sachant aussi, en se projetant donc dans l'idée de vouloir quelque chose qui soit positif. Nous ne comprenons même pas leur langage, nous ne comprenons pas. Pour l'heure, le dialogue est donc rompu au Burundi. L'opposition exigeant la démission du président Pierre Nkurunziza et le gouvernement qui, bien qu'il se soit déclaré ouvert au dialogue, n'entend pas négocier la question du troisième mandat du chef de l'État. L'invalidation des candidatures aux législatives et à la présidentielle des proches de l'ancien régime de Blaise Compaoré fait polémique au Burkina Faso. C'est le nouveau code électoral adopté par le Conseil national de transition qui leur interdit de se présenter à un scrutin. La Cour de justice de la CEDEAO avait pourtant invalidé ce texte. Reportage de notre correspondant Wandiam Valentin Compaoré. Au Burkina Faso, l'ancienne majorité récuse la décision du Conseil constitutionnel. Les partisans du parti de l'ancien président Blaise Compaoré ont annoncé ce mercredi 28 août 2015 à Ouagadougou leur retrait des élections présidentielles et législatives. Une décision qui fait suite à l'invalidation par le Conseil constitutionnel de 42 de leurs candidatures aux législatives. Si nos membres exclus des élections ne sont pas réintégrés dans le processus électoral, nous n'allons à aucune élection. Nous refusons ainsi d'avaliser une opération de transmission du pouvoir maquillée en élection. C'est pourquoi nous lançons un appel au chef d'État de la CEDEAO, à la communauté internationale, pour faire respecter la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Le 7 avril 2015, le Conseil national de la transition votait le nouveau code électoral. Un code qui exclut toutes les personnes ayant soutenu la modification de l'article 37 de la Constitution. Pour Maître Mamadou Savadogo, avocat de l'État devant la Cour de justice de la CEDEAO, le droit a été dit. Je pense que le Conseil constitutionnel a rendu une décision conforme à la loi de l'État de Burkina Faso. J'entends par loi de Burkina Faso le code électoral et la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO et aussi de l'article 25 de la Charte africaine de la démocratie. Il faut noter que deux chefs de parti de l'ancienne majorité qui ont vu leur candidature aux législatives invalidées sont toujours en liste pour les présidentielles. Le Conseil constitutionnel, après vérification, devrait publier la liste définitive des candidats à la présidentielle le samedi 29 août 2015. Les jeunes filles de Chibok, toujours dans l'esprit de tous et surtout dans l'esprit des Nigérians. 500 jours après leur enlèvement, le collectif Bring Back Our Girls a organisé ce jeudi à Abuja une marche de soutien autour des 219 lycéennes toujours en captivité. Leur dernière apparition remonte à mai 2014. Les autorités assurent les avoir localisées dans la forêt de Sambisa, mais elles expliquent qu'une opération militaire pourrait les mettre en danger. Résultat, sur les 276 lycéennes enlevées, seules 57 sont parvenues à s'échapper, mais le sort des 219 autres reste encore inconnu. Avec environ 21 millions d'habitants, Lagos, la plus grande ville du Nigeria, génère plus de 10 000 tonnes de déchets chaque jour. La crise du logement pousse les habitants les plus pauvres à construire leur habitation sur ces immondices. Les projets de construction de logements dans le pays ne manquent pas, mais ne sont accessibles qu'aux classes les plus aisées. Les familles les plus pauvres se retrouvent premières victimes de la crise du logement au milieu d'une ville tentaculaire. Arwa Barkala. Nous sommes à Lagos, au Nigeria, et plus particulièrement au milieu d'un bidonville surnommé le quartier des immondices. Les habitants essayent au quotidien de se frayer un chemin à travers les monceaux de déchets. Les Lagosiens les plus pauvres sont venus investir cet ancien marécage faute de logements abordables dans une ville qui doit répondre aux besoins de près de 21 millions de personnes. La raison pour laquelle je vis ici, c'est que je n'ai pas les moyens de payer un loyer. Je ne veux pas habiter chez des amis, alors je vis ici avec mes enfants.
Parfois ce canal sent très fort et il irrite la gorge. Tout le monde ici voudrait juste aller prendre l'air. Mais on verrouille les portes, les fenêtres, on reste cloîtré à l'intérieur. Impossible de sortir la nuit pour un peu d'air frais. Loin des services sociaux, les habitants de ce quartier sont isolés et peinent à trouver de l'aide. La ville de Lagos est l'une des plus chères au monde. Chaque jour, 4000 personnes arrivent de la campagne à la recherche d'un emploi, ce qui accentue cette pénurie de logements. Malgré les efforts de l'État, les résultats se font encore attendre et les risques sanitaires encourus par ses habitants deviennent également des enjeux majeurs. Pour de nombreux experts, une meilleure gestion des déchets permettrait plus d'espace pour la construction de logements. Il y aurait beaucoup moins de déchets si les gens adoptaient le principe des 3 R, réduire, réutiliser et recycler. Nous devons réduire notre consommation qui est un problème mondial. Nous devons réutiliser et nous devons recycler. Il doit y avoir des réseaux d'aide sociale pour les personnes dans le besoin. La majorité des déchets produits à Lagos est d'origine organique. Des plans sont en place pour convertir les déchets en électricité, dont la ville manque cruellement. Ce système de transformation des déchets en électricité s'inspire des systèmes norvégiens et suédois et s'inscrit dans le cadre de la campagne d'assainissement de la ville de Lagos. Et notre point Afro-Basket 2015, toujours avec les résultats des matchs joués ce jeudi. L'Ouganda l'a emporté face au Zimbabwe dans le classement 72-64. En ce qui concerne les quarts de finale, le Gabon s'est incliné face au Nigeria 64-88. Les autres matchs qui doivent se disputer ce jeudi verront s'affronter l'Égypte et l'Angola, le Sénégal face à l'Algérie et enfin la Tunisie affrontera le Mali. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.